Bonjour les amis, alors tout d'abord merci pour votre patience, cette vidéo elle a mis un peu de temps à arriver, j'ai déménagé, il y a eu la saison estivale et j'en passe. Donc voilà, ça a pris un peu de retard. Merci encore pour votre patience et votre intérêt. Donc voilà, suite et fin de cette série sur les téléphones portables et les risques qui y sont liés. Alors nous allons faire un petit tour d'horizon sur des solutions pratiques afin de réduire le risque lié à l'utilisation de ces objets qui, vous le savez, sont devenus des compagnons inséparables dans nos vies. Alors, tout d'abord, des solutions concernant la santé biophysiologique, la santé de nos corps. La règle d'or, c'est la distance avec ces appareils. Les ondes sont partout aujourd'hui. Je parle des ondes artificielles. Nous vivons sous un bouclier d'ondes. Donc que cela soit lorsque vous téléphonez, lorsque vous êtes sur Internet, ou tout simplement lorsque vous êtes en mode émission, mais que vous ne téléphonez pas, il faut être à distance. Donc préférez des appels courts, moins de 3 minutes, si possible. Les textos sont à favoriser également. Lors de la composition du numéro, veillez à ce que le téléphone soit au plus loin de votre tête, puisque à ce moment-là, il émet beaucoup plus fort que d'habitude. Il faut donc l'écarter en général le plus loin de la tête, et puis surtout, il faut se mettre à un endroit où vous avez beaucoup de signal. Vous savez, les petites barres sur votre téléphone qui indiquent la réception du signal, il faut que elle soit au maximum si possible. Et lorsque vous avez le maximum de réseau, ne bougez pas, car lorsque vous bougez, en fait, le téléphone et les antennes sont à la recherche de l'un et de l'autre de manière permanente. Et ça aussi, c'est un facteur d'augmentation du rayonnement, du champ d'émission des champs électromagnétiques. Alors, quand on est en train, quand on est en voiture, c'est exactement le même principe. Et quand on téléphone, dans ce genre de véhicule, c'est pas très bon. Donc, si possible, évitez de le faire. Et quand vous le faites aussi, éloignez-vous des gens parce que vous les polluez également. Un autre moyen super simple ensuite, c'est de mettre votre téléphone en mode avion tout simplement, le plus souvent possible. Dès lors que vous ne vous en servez plus et que vous n'avez pas besoin d'être joint de manière urgente. Surtout lorsqu'il est rangé près de votre corps. C'est là où c'est le plus important d'éloigner le téléphone. La nuit. La nuit, c'est un moment capital où a lieu la régénération des cellules. Et c'est un moment capital pour le corps, pour la santé en général, et c'est là qu'il faut absolument mettre le téléphone en mode avion, l'éloigner au maximum de votre corps, de votre tête. Je pense à ces adolescents qui mettent leur téléphone portable sous leur oreiller, ça, il faut absolument éviter. De même, vous pouvez couper votre modem, vous pouvez désactiver le mode Wi-Fi parce que la nuit, ça sert à rien, à moins que vous soyez un fou furieux du téléchargement. Et dans ce cas-là, voilà, c'est bien. Mais quand même, c'est pas bien, en fait, débranchez-le quand même, parce que si vous voulez pas avoir des problèmes, putain. Tout ça, c'est valable d'autant plus si vous avez un enfant en bas âge, un bébé, et si vous êtes enceinte. Dans ces cas-là, il faut absolument veiller à respecter ces consignes pour votre santé et celle de vos enfants, de votre bébé à long terme. Et là, je vous invite à regarder la première vidéo sur les effets sur notre biologie, sur notre physiologie, qui ne sont plus à démontrer, mais évidemment, le monde de l'argent étant ce qu'il est, il ne va pas du tout mettre ça au grand jour, de manière claire, dans le journal de BFM TV ou de TF1, évidemment. Voilà, ce serait trop facile, ce serait trop beau. Une dernière chose par rapport à ça, n'hésitez pas à discuter avec vos voisins, ça créera du lien social en plus. Donc discuter des risques liés au Wi-Fi, aux technologies sans fil, et que ça ne coûte rien de les désactiver. Voilà. Et en plus, vous ferez peut-être des amis ou des ennemis, ou au pire, vous serez traité de manière indifférente. Voilà. Ah oui, pardon, ce que je voulais dire aussi, c'est que la borne Wi-Fi, il faut savoir qu'elle émet jusqu'à à peu près 200 mètres. Donc, c'est vous dire le niveau de pollution que ça représente. Ensuite, il vous est possible sur vos téléphones, sur vos smartphones, de passer de la 4G à la 3G en général. La 3G, étonnamment, c'est en fait le mode de transmission, le mode de réception qui émet le moins. Donc c'est à préférer à la 4G, et ne vous en faites pas, Internet est un petit peu plus lent, mais on s'y habitue. Une autre petite chose, veillez à couper l'option Wi-Fi et Bluetooth sur vos smartphones parce que des fois, notamment sur les iPhones, ils s'activent automatiquement. Et cela, on le verra, je vous montrerai grâce à un petit objet comme ça. On voit très nettement que le niveau de pollution électromagnétique est beaucoup plus fort lorsque le Wi-Fi et le Bluetooth sont activés. Et je vous mettrai même le son en fait pour avoir une idée du type d'impact que ça produit sur notre corps, sur nos cellules tout simplement. Voilà. Alors en termes d'équipement, je peux vous proposer deux choses. Tout d'abord, des écouteurs avec des tubes d'air. En effet, les écouteurs en général, ils donnent un faux sentiment de sécurité puisqu'il y a quand même conduction jusqu'aux oreilles, donc très proche du cerveau. Et ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est mettre le cordon sur l'avant-bras qui est un membre moins vulnérable que le cerveau qui, je vous le rappelle, est un des organes les plus vitaux, si ce n'est le plus vital de notre corps.
Et si vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour appliquer le principe de précaution, eh bien c'est de vous fournir des écouteurs avec des tubes d'air où là il n'y a pas de conduction jusqu'à la tête. Voilà. Et enfin, des amis de Berlin, des petits amis de Berlin construisent des super pochettes faites avec des tissus anti-ondes qui vous permettent soit dans une poche cache Faraday de couper tous les signaux du téléphone, toutes les émissions, et aussi une autre pochette intégrée qui vous permet là de recevoir des téléphones, des coups de téléphone, des textos, etc. Mais vous serez quand même protégé puisque les tissus anti-ondes sont là pour réduire l'impact des émissions sur vos tissus, sur le corps. Voilà. Alors ici, on parle de réduction de risque, évidemment, comme je vous ai dit, on est entouré d'ondes artificielles, plus ou moins selon les lieux où on habite, mais évidemment, vous vous doutez que si vous habitez même une petite, une moyenne, une grande ville, là, on est bombardé à tout bout de champ. Donc, petit rappel, mais je vous dis, regardez la première vidéo, les cancers du cerveau, même les rares cancers du cerveau qui s'appellent glioblastomes, ont augmenté de 4 fois en 20 ans. On observe des cancers colorectaux chez des personnes nées à partir des années 90, alors qu'il fut un temps où l'on observait ce type de cancer que chez des personnes âgées. Donc quid du téléphone dans les poches, qui arrose toute la zone, vous voyez, de la taille du bassin. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Et ne parlons même pas de la fertilité. Tout ça, tout ça. Alors toujours une autre solution qui est là aussi vitale, capitale, c'est la réduction du risque qui passe par le renforcement de l'organisme. C'est quoi? C'est le mode de vie, l'hygiène de vie, comme l'activité physique, la gestion du stress, le sommeil, mais aussi l'alimentation. Donc le corps en général, il s'adapte, il se défend incroyablement bien. C'est une machine hallucinante si on se penche un tant soit peu sur la physiologie, mais il ne faut pas oublier que nous vivons à une période très particulière de l'humanité où il y a environ 80 000 produits chimiques qui se baladent dans l'air, dans la nourriture, dans l'eau, tout ça dans les cosmétiques, dans les plastiques en tout genre. Et notre corps, quand il est rempli de toxines, quand le vase est plein, le corps se met en alerte et là c'est la maladie qui arrive. D'ailleurs, c'est assez drôle de notifier que en langage des oiseaux, maladie, c'est le mal a dit. Nous ici, qu'est-ce qu'on veut? On va avoir une bonne vie, courte ou longue, mais on va avoir une bonne vie, c'est pas vrai? Donc la première idée, c'est de ne pas nuire. Primum non nocere, comme disaient les Grecs à l'ancienne. Ici, on va donc faire un petit rappel concernant ce qu'on peut faire pour optimiser le renforcement de l'organisme. Tout d'abord, il y a cette incroyable capacité d'auto-guérison qu'a le corps et qui empêche aussi la saturation des toxines, c'est le jeûne évidemment. Alors attention, sur le jeûne, renseignez-vous bien car nous avons tous des constitutions différentes. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec le jeûne. Si vous avez envie d'en faire un, n'hésitez pas à vous faire superviser par un naturopathe, un médecin même naturopathe peut-être, en tout cas quelqu'un qui est expérimenté avec le jeûne. Cultivez-vous, lisez. Il y a plusieurs styles de jeûne, il y a plusieurs durées de jeûne et c'est important de ne pas faire n'importe quoi. Donc il y a déjà le jeûne. Ensuite, une chose qui va vous paraître normale, mais il faut bien veiller à prendre soin de son hygiène buccale parce que dans la bouche, il peut se trouver de nombreuses toxines qui migrent dans le corps et qui deviennent ensuite pathogènes. Donc il faut bien veiller à s'équilibrer en termes de diététique parce que trop de sucre, trop de farine par exemple, eh bien, ça va être les carburants parfaits pour créer une flore bactérienne pathogène. Et si vous avez par exemple des amalgames, faites-les-vous enlever si possible, ce sont des véritables antennes et là je vous invite à regarder des vidéos sur la chaîne de Gérard Dieuzède, un chirurgien dentiste toulousain qui, on peut voir, retire des amalgames chez des gens qui ont des conditions pathologiques assez foudroyantes. Ils se font foudroyer d'ailleurs par des mots, par des spasmes fulgurants et lorsque petit à petit ils retirent les amalgames, les gens se sentent beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, il y a le thème de l'eau. Et bien s'hydrater ne veut pas dire boire beaucoup d'eau. Alors l'eau, c'est un sujet extrêmement compliqué. En général, je dirais qu'il faut boire quand on a soif. Et là, bien sûr, si vous buvez 2 litres par jour ou 10 centilitres par jour, c'est soit trop ou soit trop peu. Donc là, il y a peut-être un problème et l'idée, c'est d'être dans la modération et l'écoute du corps. Il y a tout un tas de documentaires sur l'eau. Faites là aussi votre propre recherche. Il faut essayer tant qu'on peut utiliser le moins possible l'eau du robinet, sinon la filtrer. Là, dans ces cas-là, c'est le moyen le plus économique. Et là, c'est une vraie jungle en termes d'appareillage pour filtrer l'eau. Donc, je vous mettrai dans le lien de la description, dans la description de cette vidéo, un lien vers un naturopathe qui bosse très bien ce sujet. L'eau, voilà, un sujet incroyable qui est apparemment un véritable vecteur d'information. Thème énorme, passionnant. Regardez des documentaires là-dessus, lisez, c'est juste hallucinant. Voilà.
Enfin, optez pour une alimentation vivante et variée. Il faut pas oublier que la bouffe industrielle, même si elle est bio, elle reste industrielle, avec des éléments qui sont pas du tout naturels, comme des édulcorants, des conservateurs, etc. Des produits, si vous le pouvez, le plus local et le plus naturel possible, hein, ce qu'on appelle biologique d'ailleurs, c'est drôle parce que bios, c'est la vie en grec, et donc si c'est pas biologique, si ça ne suit pas la logique du vivant, qu'est-ce que c'est? Hein, c'est le contraire peut-être, non? C'est la mort. C'est dans ce genre d'alimentation naturelle que l'on trouvera les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments biodisponibles, ce que notre corps peut absorber. Souvent on dit « nous sommes ce que nous mangeons », c'est plutôt en fait ce que nous sommes, ce que nous pouvons absorber. Tout ce qui est bien vert, bien coloré, les oléagineux, tout ça, les huiles, donc des bons légumes, des bons féculents, des poissons gras type sardines, maquereaux, des œufs de top qualité, des huiles de première pression à froid comme par exemple le lin, le colza, l'huile d'olive. Faites attention au ratio oméga 6, oméga 3. Il y a aussi les super aliments type papaye, spiruline, l'astragale, la chlorella, le noni, tous les produits de la ruche avec surtout le pollen, le propolis avec ses capacités immunostimulantes. Bref, c'est à vous de vous ouvrir à tout ça, et je veux juste rappeler, sans faire d'énormes polémiques, qu'il faut veiller à l'importance de se cultiver de manière raisonnée sur la diététique si l'on veut vraiment prendre soin de soi. Chaque individu, comme j'ai dit, est constitué différemment. Or, nous sommes des êtres omnivores. C'est juste le plus pur et dur reality check de la vie. Ici donc je soulignerai l'importance d'éviter le dogme, l'autorexie, c'est-à-dire une tendance à l'obsession alimentaire, car plus on se rigidifie dans l'assiette, et bien plus on isole des aliments au profit d'autres qui se trouveront alors être en excès. Et aussi plus on se rigidifiera dans l'assiette, plus on se rigidifiera dans nos corps, dans nos âmes, et les pathologies tomberont tôt ou tard. Je parle ici d'un point de vue physiologique, et je ne fais pas référence à l'éthique, aussi en fait l'éthique envers le mouvement du vivant en général. Et il est évident que le génocide animalier du monde de l'argent totalitaire et génocidaire du vivant doit être au cœur de notre critique, mais il ne faut pas oublier cette logique, ce mouvement de la vie qui fait que nous sommes omnivores et qu'il est important de manger des glucides, des lipides et des protéines végétales et aussi bien sûr animales, car le corps en a besoin. Et ici, il est évident qu'il faut aller vers de la qualité plutôt que de la quantité. La modération et l'équilibre, tout simplement. Alors maintenant, venons-en à la partie psyché. Là, c'est pareil, je vous invite à regarder ou re-regarder la seconde vidéo qui porte sur les effets nocifs sur notre psyché, sur le mental, sur les comportements addictifs. Nous l'avons vu dans cette seconde vidéo, la science de l'addiction, fondée dans les bureaux de la Silicon Valley, ne nous laisse que peu de place pour échapper aux imbrications neurotechnologiques qui mènent peu à peu à la dépendance aux écrans. Alors, l'explication liée au retour d'expériences positives est au cœur de l'addiction du jeu en général, mais aussi des réseaux sociaux. Cette illusion de contrôle sur nos vies au travers de ces réseaux de l'image et de l'action factice nous perd dans un vortex de menus déroulants sans fond. Ici, je vous propose donc quelques pistes pour sortir éventuellement de comportements addictifs desquels vous souffrez par rapport à l'usage du téléphone. Premièrement, la solitude. La solitude, c'est quelque chose que nous ne pratiquons tout simplement pas assez. Nous ne sommes pas construits pour être sans cesse connectés, surtout de manière virtuelle, de manière frénétique. Ici, on distinguera évidemment la solitude de l'isolement. On considérera la solitude comme un état dans lequel l'esprit est libre de toute sollicitation venant d'autres esprits. Et la solitude, c'est quelque chose de hautement nécessaire pour clarifier des situations difficiles, réguler aussi ses émotions, construire du courage mental, et puis aussi fortifier ses relations. C'est facile à sous-estimer, mais en fait, lors de l'apparition de l'iPod, il s'est créé une sorte de switch en fait dans l'humanité, puisque pour la première fois dans l'histoire, on nous a donné la possibilité d'être constamment distrait de notre solitude en pouvant écouter de la musique partout, de manière prolongée, avec une capacité de stockage alors inconnue jusqu'à là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Faire de la marche seul, c'est une grande source de solitude bénéfique, ça permet d'observer ses pensées, d'observer son environnement avec plus d'attention, de clarifier de nombreuses choses, pouvoir les désigner, les catégoriser, etc. En fait, c'est un moment où on est juste avec soi-même et rien d'autre. Et la marche, en quelque sorte, peut devenir même méditative. Là, dans ces cas-là, quand on part faire une petite balade, quand on part voir des amis, eh bien, on laisse son téléphone à la maison. Et là, on se rend compte que le téléphone est certes utile, mais il n'est pas du tout vital. On a tout un tas d'applications et des fonctionnalités qui ont certes rendu la vie facile, ou on va dire un peu plus facile, mais cela ne veut pas dire meilleure.
Il y a aussi s'écrire une lettre à soi-même. C'est une bonne source de solitude et ça peut vous aider à structurer vos idées lors de, comme j'ai dit, de situations difficiles ou de situations qui vous mettent un petit peu au défi. Et ça permet de mettre au clair certaines émotions non sorties et plein d'autres choses. Un autre point, c'est d'éviter de liker. Alors pourquoi ? Un commentaire Facebook ou Instagram ou peu importe, il est réel. Toutefois, ce genre de communication délaisse en quelque sorte nos fonctionnalités très performantes de socialité en réseau. Notre cerveau est de toute façon réglé pour être un être social, et il y a d'ailleurs une étude qui a découvert que lorsque le cerveau est en pause, qui n'est pas occupé à une tâche quelconque, il y a une zone du cerveau qui s'active, et c'est la même que celle qui s'active quand on interagit avec des gens, et quand le cerveau est en pause, quand il est en mode par défaut, on pense à notre socialité, on pense aux autres, à notre place dans le groupe. Il est donc fondamental pour nous les êtres humains de se connecter aux autres. Or, plus de temps d'écran signifie moins d'interaction dans la vraie vie, ce qui veut dire à la fin moins de joie en quelque sorte. On sait par exemple dans des petits villages reculés d'Italie ou de Japon ou dans d'autres endroits que lorsque des personnes âgées conservent une vie sociale riche, elles vivent nettement en meilleure santé et plus longtemps que dans les autres endroits de la planète. Donc, un like, un commentaire, ça va jamais remplacer la valeur générée par une conversation analogue de la vraie vie. Reportez-vous donc à la seconde vidéo encore une fois pour approfondir le caractère addictif de cette fonctionnalité qu'est le like. Un autre point important, c'est se lancer dans un loisir de qualité. Pour s'éloigner des écrans et rejoindre la vraie vie, c'est bien d'avoir une activité qui nous stimule physiquement et intellectuellement. Quelque chose de relativement exigeant qui prend le dessus sur une sorte de consommation passive, de distractions digitales qui sont en fait d'assez basse qualité. Voilà, donc là on va pouvoir se recentrer sur l'importance, sur ce qui a de l'importance pour nous, et pour cela il faut se fier à notre système de valeurs profondes, ce qui nous guide à travers la vie, et ça sera d'autant plus aisé de nous atteler à une nouvelle activité. Des activités, alors vous pouvez ici favoriser des activités manuelles comme du petit bricolage, des constructions, la poterie, la couture, mais plein d'autres choses. Cela vous donnera beaucoup de satisfaction en général. Alors enfin, un des autres moyens que je vous propose, c'est une pause de 30 jours. Alors pas une pause où vous allez mettre votre téléphone totalement de côté, mais l'idée c'est de tendre ici vers un minimalisme digital. Donc il ne va pas s'agir en fait d'une sorte de détoxification digitale, mais plutôt d'un désencombrement. On fera donc une pause de 30 jours, de tout ce qu'on va estimer optionnel comme technologie. Ça peut être des applications, des sites web, tout un tas de choses. Et donc via ce temps libéré, on va redécouvrir des activités, des comportements qui servent nos valeurs, ce qu'on trouvera satisfaisant car plus de sens. À la fin de ce break, on réintroduit ces technologies optionnelles et on détermine si elles servent ou desservent ces valeurs et si elles les servent, comment les optimiser. Donc cela marche vraiment, ça va vous permettre de redéfinir l'usage de la technologie en général, de votre téléphone, lié à ce système, à ce socle de valeurs que vous pourrez mieux identifier en dégageant du temps loin de vos appareils. Il faudra ici éviter de s'infliger des restrictions trop dures ou trop vagues, sinon ça ne va pas marcher. Il faudra penser aussi qu'il ne s'agit pas, comme je vous le disais, d'une détox temporaire, mais c'est vraiment une amorce vers un changement permanent. Donc il faut prendre conscience qu'un usage compulsif du téléphone ne permet pas ou peu de développer une vie de loisirs enrichissante. Et il en est de même pour votre vie sociale. Si cela vous intéresse, je peux mettre en place un groupe Telegram ou Facebook afin de vous guider et de vous soutenir lors de ces 30 jours de désencombrement. Et dites-moi dans les commentaires si cela vous intéresse, je pourrais mettre ça en place. Alors en conclusion de ces 3 vidéos, on dira qu'il ne s'agit pas d'être technophobe ni technophile, mais qu'il s'agit en fait d'aller à la rencontre d'un bénéfice lié à nos valeurs profondes, et ainsi d'observer ce qui nous sert et ce qui nous dessert. Il est temps de se réapproprier nos vies, non au travers des images, mais de la vraie vie connectée au cosmos, à l'ordre du vivant. Les smartphones, qui sont en quelque sorte des trafiquants de pompes à dopamine installés directement dans la paume de nos mains, nous rendent dépendants d'une sorte de grignotage quotidien et répétitif, faussement social, et ce grignotage, à l'aune de ce qu'il a de nocif pour le corps, l'est aussi pour le mental, etc. Ces machines de la vallée du silicone, qui programment non pas des applications, mais qui programment des gens, sont en fait au centre de nos vies, alors qu'elles devraient être sur le côté. Elles créent des rythmes et des imbrications sociales de synthèse, loin du rythme organique et naturel des rencontres et du mouvement de la vie.
nous donnons à ces machines la permission de modifier nos comportements. La connectivité peut être bien sûr très intéressante, mais en aucun cas nous sommes constitués pour vivre au gré de l'ubiquité, d'être ainsi quelqu'un pour tout le monde à n'importe quel moment de la journée. Il nous faut retourner à nous-mêmes, à nos rythmes naturels du corps et du cerveau, et de l'esprit. Il nous est devenu plus aisé de poster une photo devant un coucher de soleil que de parler à un inconnu. La rencontre avec l'autre est une source de dopamine aussi, et c'est cette rencontre qui irriguera bien plus notre organisme que d'aller à la chasse inconsciente de cette hormone de manière répétée. Quand la dopamine arrive de manière vraie et clairsemée, elle est pure, et cette sensation reste avec nous, ainsi que le souvenir. Cessons de choisir un monde qui veut être sur et par-dessus le monde. Cessons d'échanger notre bonheur contre du pratique et contre du temps. Cessons de délocaliser notre autonomie au profit d'un conglomérat de l'économie de l'attention et du faux social. Il s'agit ici d'un dessaisissement total, c'est le contraire de la liberté et le contraire de l'épanouissement de nos potentiels individuels. Il est vrai que le monde de l'argent a opéré une brisure dans nos êtres, et le virtuel, ce grand illusionniste, nous donne l'impression de la reprise du contrôle. À l'âge de l'accès, qui semble être en fait l'âge de l'excès, il nous faut défendre le sensible. Émancipons-nous, regagnons notre autonomie de jugement, la prise en charge de nos existences individuelles et collectives pour tendre vers des existences plus vertueuses. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine. Je reprendrai très bientôt la traduction abrégée du livre L'arc-en-ciel invisible. Restez branchés, à bientôt et prenez soin de vous. Salut!